Au nom du CORIM, le Conseil des relations internationales de Montréal, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce déjeuner-causerie dans le cadre de la série politique. À moins que vous ne l'ayez déjà fait, et je vous en remercie si c'est le cas, je vous inviterai à éteindre ou à mettre sur mode vibration vos téléphones cellulaires pour la durée de l'événement. Merci beaucoup. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège de recevoir le ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur du Québec, ministre responsable aussi de la région de Montréal, M. Jean-François Lisée. Merci beaucoup, M. Lisée, d'avoir accepté l'invitation du CORIM. Votre présence ici est très appréciée et, comme vous pouvez le constater, beaucoup de gens souhaitent vous entendre ce midi. L'événement, d'ailleurs, qui est impressionnant par son ampleur, affiche complète depuis un certain temps déjà. M. Lisée nous parlera des bénéfices pour le Québec de marier relations internationales et commerce extérieur. Il présentera également les nouvelles avenues que le Québec compte explorer dans le cadre de la relation capitale que nous entretenons avec les États-Unis. Enfin, M. Lisée nous parlera des projets et des défis du Québec dans le contexte de la politique étrangère canadienne actuelle. Comme vous le savez, un événement comme celui d'aujourd'hui ne peut avoir lieu sans l'appui des partenaires. Et au nom du CORIM, je tiens à remercier chaleureusement SNC-Lavalin, Hydro-Québec, Bell, Investissement Québec, Montréal International, l'École de technologie supérieure, Ball Corp, la Société de développement Angus, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'Union des producteurs agricoles, Mega Brands, Le Devoir et The Gazette pour leur contribution à la tenue de cette activité. Je tiens également, au nom du CORIM, à remercier l'Institut d'études internationales de Montréal de l'UQAM, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'École nationale d'administration publique, l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, la conférence C2MTL et Consultation Contact Monde pour leur collaboration à l'organisation de ce déjeuner. Et je voudrais inviter l'ancienne ministre des Relations internationales du Québec, ancienne députée de Rosemont, Mme Louise Beaudoin, à venir présenter notre conférencier. Louise. Bonjour, merci Jean-François. Alors, Monsieur le Président directeur général du CORIM, Mesdames et Messieurs de la table d'honneur et vous tous, chers participants. C'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter ce midi Jean-François Lisée, même si pour la plupart d'entre vous, il n'a plus besoin de présentation. Tout le parcours professionnel de Jean-François l'a préparé à occuper cette fonction de ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. Ses études de journalisme à Paris, son poste de correspondant de la presse, du Soleil et de l'actualité à Washington lui ont donné une véritable expérience de terrain. Puis, au cabinet de M. Parizeau, tout en étant, on le sait, l'un des principaux artisans de la stratégie référendaire de 1995, et ensuite au cabinet de Lucien Bouchard, il a non seulement efficacement secondé les ministres des Relations internationales, mais il a aussi touché aux grands dossiers internationaux de l'époque. Tout d'abord, nos relations, bien sûr, avec les États-Unis, dont il va sûrement nous parler aujourd'hui, mais même aussi de ce qui étaient les premiers balbutiements de la future convention de l'UNESCO, qui existe maintenant depuis 2005, sur la diversité culturelle, ce qui lui a donné une expérience sans pareille de conseiller. Enfin, il a cofondé et dirigé pendant 8 ans le CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Les États, on le sait, dans le cadre des mondialisations en cours, ne sont plus les seuls acteurs sur la scène internationale. Les actions internationales des universités, tout comme celles des villes, des entreprises, des ONG, comptent aussi beaucoup. Le rôle des universités, comme institution bien sûr, mais encore plus le rôle des universitaires est indispensable pour penser le monde, le décoder et l'expliquer. Le CERIUM est devenu, sous la gouverne de Jean-François, un organisme prestigieux, très présent dans le débat public, reconnu pour la qualité et la pertinence de ses interventions. Il en a tiré une expérience théorique et pratique.
C'est la somme de toutes ces expériences qui le destinaient à devenir ministre des Relations internationales. Mais avant d'être ministre, encore faut-il décider de se présenter et se faire élire comme député. C'était, pour Jean-François, une décision lourde de sens, personnellement et professionnellement. Il a été facilement élu député de Rosemont à l'Assemblée nationale et il se révèle, à la surprise de quelques-uns, mais non pas de la mienne, un député proche des citoyens, attentif aux enjeux concernant les organismes communautaires et les entreprises sociales, les entreprises d'économie sociale, dont la densité font la particularité de cette circonscription. Bref, il est déjà, après quelques mois, un député apprécié dans Rosemont, que j'ai moi-même représenté, je dois le dire, avec bonheur à l'Assemblée nationale pendant 4 ans. J'ajouterai en terminant que Jean-François, outre le fait d'être une inépuisable boîte à idées, de faire montre de beaucoup d'humour, de manifester un optimisme et un volontarisme à toute épreuve, est, et c'est plus rare, d'une grande fidélité en amitié. Jean-François, dans cette longue chaîne des ministres des Relations internationales qui se sont succédés depuis 1965, année de l'énoncé de la doctrine Gérin-Lajoie, et qui, chacun à sa manière, a contribué à mettre le Québec au monde, dans une continuité qui transcende les lignes partisanes, te voilà responsable, à ton tour, de notre affirmation internationale en tant que nation, de nos actions collectives plus diversifiées que jamais. Te voilà responsable, Jean-François, de nos ambitions internationales, et nous en avons de grandes. Mesdames et messieurs, Jean-François Lisée. Je tiens à remercier tous les recteurs, chefs d'entreprise, syndicalistes, agricoles, universitaires, tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, y compris les gens simplement intéressés à la politique internationale et qui sont venus entendre ce qu'on avait à en dire en début 2013. Je tiens à dire un bonjour particulier à mes collègues de l'Université de Montréal et du Cérium qui sont là avec moi. Et évidemment, milieu culturel, je vais en oublier, mais pas dans le discours. Merci aux gens de la table d'honneur et en particulier à Pierre Lemonde, le président, directeur général du CORIM, qui, entre autres choses, est venu me voler mon président de conseil d'administration, Raymond Chrétien, qui est à l'extérieur aujourd'hui, mais que vous saluerez de ma part. Lorsque j'étais au Cérium, Pierre insistait pour que nous achetions des billets à chaque déjeuner du Cérium. Je ne sais pas si vous a dit ça à vous, mais en tout cas, à moi, c'était constant. Et il m'avait dit que si je venais 100 fois, je pourrais devenir conférencier. Alors, me voici. Je ne sais pas si ça me dispense la prochaine fois ou si je veux revenir, ce sera dans 100 déjeuners du CORIM. Imaginez un chercheur qui devrait décrire le Québec, mais sans y mettre les pieds et sans rien connaître de son économie ou de sa démographie. Il devrait décrire le Québec à partir de sa présence internationale. Il devrait le déduire. Suivant l'actualité cinématographique, il constaterait que chaque année, depuis 3 ans, un film québécois est en nomination pour le meilleur film étranger aux Oscars. Poursuivant ses recherches culturelles, il noterait que des Québécois sont chargés de créer les plus grandes productions du temps dans le temple new-yorkais de l'opéra, qu'ils occupent la place de choix à Vegas, que certains de leurs chanteurs dominent des marchés francophones et anglophones des ventes, que leurs troupes de danse sont reconnues de Philadelphie à Berlin. Il constaterait aussi que les meilleurs jazzmen, humoristes et contorsionnistes convergent chaque année vers la métropole québécoise pour partager leur art en au moins 4 langues, la musique, le fou rire, l'anglais et surtout le français. Notre chercheur saurait, car il a des comparables, que le Québec n'est pas une superpuissance culturelle. Il n'est ni Hollywood, ni Bollywood, ni Paris. Mais il conclurait que le Québec est une puissance culturelle. Il devrait aussi remplir son calepin de notation économique. Il apprendrait
que dans les tunnels de métro de 40 villes et sur les chemins de fer de 21 pays, du Chili à l'Ouzbékistan, roulent pas moins de 100 000 véhicules portant un logo québécois Bombardier. Il apprendrait qu'en aérospatiale, la métropole québécoise est sur le podium des 3 grandes places mondiales et que des avions québécois sillonnent le ciel de 100 pays. Ils atterrissent dans des aéroports américains, russes ou africains, des aéroports construits par des ingénieurs québécois. Il noterait aussi que le Québec est une référence en matière de coopératives. On lui dirait que 2800 représentants de coopératives mondiales sont venus fêter à Lévis l'an dernier l'année internationale, leur année internationale. Et elles en sont revenues avec cette information étonnante que le premier employeur privé au Québec n'est pas, comme ailleurs, Walmart, mais une puissance financière coopérative, le Mouvement Desjardins. Il apprendrait aussi que le chantier de l'économie sociale au Québec est un point de référence en la matière et accueillait l'année précédente ses collègues de 65 pays. Continuant ses investigations, notre chercheur s'intéresserait au poids politique du Québec. À Washington, il apprendrait qu'un des plus grands accords de libre-échange de l'histoire récente, l'ALENA, n'existerait tout simplement pas sans le poids politique mis dans la balance par les électeurs québécois il y a bientôt 30 ans. À Bruxelles, on lui expliquerait qu'un autre accord historique, en voie de négociation, entre toute l'Europe et le Canada, n'existe qu'à cause de la volonté du Québec de le voir émerger. À Paris, on lui dirait que la force de caractère du Québec, incarnée par une certaine Louise Baudouin, fut déterminante dans la conception d'une convention internationale protégeant la capacité des États à soutenir leur culture nationale. Convention d'abord portée par le Québec, la France, le Canada, puis la francophonie, puis votée par tous les États du monde, sauf 2, en 10 ans. Bravo la diplomatie québécoise, bravo Louise Baudouin. Mais il n'a pas fini, notre chercheur. On lui donne beaucoup de travail. Dans plusieurs capitales africaines, il apprendrait que le Québec est un des gouvernements les plus influents d'une organisation qui en compte 77, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dirigée magistralement par un grand Sénégalais, Abdou Diouf, et secondée admirablement par un grand Québécois, Clément Duhay. À Haïti, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, on lui dirait que les Québécois de 65 organisations de coopération humanitaire membres de la COCI aident les populations locales à devenir plus autonomes sur tous les plans. Il apprendrait que l'an dernier seulement, le directeur général des élections du Québec a accompagné la transition démocratique au Bénin, au Maroc, à Madagascar, au Mexique, au Gabon, au Burkina Faso et a conseillé les Catalans, les Américains et les Français. À Boston, la grande ville intellectuelle américaine, on lui dirait qu'elle ne connaît qu'une rivale en termes de nombre d'universités, d'étudiants locaux et étrangers, Montréal. S'intéressant à la science, on lui expliquerait qu'un Québécois, Pierre Dansereau, est le père de l'écologie, qu'un autre, Hans Seil, a le premier décrit le stress, que le rachitisme a été battu en brèche parce que des chercheurs québécois ont su comment enrichir le lait. Il apprendrait qu'on a su dépister l'hypothyroïdie congénitale chez 150 millions de nouveau-nés grâce aux travaux de Jean H. Dussault, ou encore que Bernard Belleau a conçu le 3-TC, premier médicament mondialement utilisé contre le sida. Au cours des 30 dernières années, grâce à la recherche québécoise, on comprend mieux les mécanismes de la douleur et de la maladie d'Alzheimer. On connaît des gènes prédisposant au cancer du sein. On a découvert la capacité des neurones de se régénérer dans le système nerveux central. On sait diagnostiquer précocement la scoliose ou les infections bactériennes fulgurantes. Et on invente, pour les voitures électriques,
les piles les plus performantes. C'est la liste courte. À ce point-ci du discours, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis assez fier d'être québécois. Êtes-vous d'accord? C'est ce qu'on a fait collectivement. Collectivement. Alors, notre pauvre chercheur est de retour dans son bureau, avec toutes ses notes. Qu'est-ce qu'il en retient? C'est difficile à dire, mais on peut deviner ce qu'il ne retiendrait pas. Il ne croirait pas qu'un peuple de seulement 8 millions de personnes est responsable de tout ce rayonnement. Il ne croirait pas que le PIB de ce peuple ne le hisserait pas au moins dans le G20. Il aurait beaucoup de difficultés à comprendre que ce peuple n'est pas membre des Nations unies et qu'il ne peut presque jamais voter dans les forums où se décident des grands enjeux où il a pourtant tant à dire et à offrir. Il y a certainement une chose qu'il ne demanderait pas, et c'est la suivante. À quoi sert la politique internationale du Québec? Il verrait qu'elle est au service d'un remarquable foisonnement de création, d'une contribution significative à la vie internationale. La politique internationale du Québec, comme celle de toutes les autres nations, sert ses intérêts et ses valeurs. L'intérêt premier du Québec est de constamment créer les conditions de son propre épanouissement. Pour une nation francophone qui forme 2 % de la population nord-américaine, cela signifie contribuer sans relâche, sur tous les forums, avec inventivité et combativité, à un monde qui valorise la diversité culturelle et linguistique plutôt que l'uniformité, un monde qui reconnaît aux nations la capacité de faire des choix linguistiques et culturels qui ne soient pas minés par la logique commerciale. J'ai parlé de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, mais on doit savoir aussi que la loi 101 a servi d'inspiration pour défendre les langues nationales en Arménie, au Brésil, en Catalogne, en Estonie, Lettonie et Lituanie, au Pays basque, en Pologne, au Nunavut et en Chine. Autant de victoires du multilinguisme, autant de recrues dans le combat de la diversité, autant de marges de manœuvre que le Québec s'ouvre dans le monde pour pouvoir être lui-même. L'autre intérêt premier du Québec est de préserver sa propre capacité de déterminer son destin national. Nous sommes une nation non indépendante. Le choix de le devenir ou non nous appartient. La lucidité, d'autres diraient la realpolitik, nous impose un constat. Plus le Québec sera fort, plus il aura les moyens d'exercer ce choix, son choix, sans entrave. Qu'est-ce que la force québécoise? L'addition de tous ses atouts. À l'interne, sa santé démocratique, la robustesse de ses institutions, son poids économique, le niveau de formation de ses citoyens, ses ressources naturelles, la qualité de ses produits et services, de sa recherche, de son inventivité. À l'étranger, sa projection politique, économique et culturelle. Politiquement, les alliances tissées avec les régions phares de l'Europe, Bavière, Catalogne, Rhône-Alpes, Flandre, Wallonie, et grâce à notre ténacité autour de la grande table de la francophonie politique, sont autant de pierres posées à l'édifice de notre crédibilité internationale, donc de notre force. Aux États-Unis, le patient travail de présence active au sein des forums des gouverneurs de l'Est et des Grands Lacs, puis dans l'Alliance des États engagés dans le marché du carbone, fait de nous un interlocuteur de premier plan. En fait, on a pu le constater à New York et à Washington, les progressistes américains nous envient. Le Québec, en matière environnementale et en matière sociale, c'est l'Amérique qu'ils souhaitent. L'Amérique qu'ils souhaitent. Et ils commencent à s'en rendre compte et ça commence à devenir une marque de commerce. Wall Street est depuis longtemps apprivoisée par les emprunteurs du ministère des Finances et d'Hydro, dont la clientèle est appréciée et convoitée. Convoitée. On se bat pour nous prêter des sous, c'est pas l'inverse. Je pense qu'ils font un petit profit avec ça, remarquez. Certains nous reprochent d'avoir voulu que la France réitère sa position historique de non-ingérence et non-indifférence envers le Québec. Ils présentent la chose comme un caprice de souverainiste. Jean Charest, qui est, comme vous le savez, fédéraliste,
avait pourtant bien compris que le mépris affiché par Nicolas Sarkozy envers cette tradition réduisait le rapport de force du Québec, réduisait son rapport de force de premier ministre fédéraliste du Québec. Sitôt sorti de la cérémonie où le président français venait de commettre cet écart, M. Charest s'empressait d'indiquer aux journalistes que la France n'aurait d'autre choix que d'appuyer le Québec en cas de référendum positif. Remarquez que même pour les fédéralistes, un référendum positif, c'est celui où le oui gagne. Ça, c'est une victoire sémantique majeure. Alors, quelle importance pour Jean Charest, fédéraliste, de corriger le président français? Ben, c'est la même importance que pour le ministre John Baird, qui est venu à Paris 2 semaines avant que la première ministre et moi y soyons en octobre, pour essayer de convaincre le gouvernement français de ne pas corriger l'impair de Nicolas Sarkozy. Et je peux vous dire que nos amis français nous ont dit que l'ambassade canadienne aussi trouvait que c'était une très, très, très mauvaise idée de corriger l'impair de Sarkozy. Alors pourquoi est-ce si important de le faire ou de ne pas le faire? Ben, c'est parce que cette formule donne au Québec un surplus de rapports de force, référendum ou pas. Que l'on sache, à Ottawa, Washington et ailleurs, que la France, 4e puissance mondiale, sera aux côtés du Québec, quoi qu'il arrive, confère à la nation québécoise immédiatement et en permanence un intangible mais significatif supplément de tonus. Tout cela s'additionne. Tout cela concourt au rapport de force du Québec. Il y en a que cela inquiète. C'est probablement bon signe. Voilà pour les intérêts existentiels du Québec. Notre politique internationale sert également nos intérêts plus prosaïques, économiques, commerciaux, culturels, d'immigration, d'éducation, coopération scientifique, sportive, tourisme, pour n'en nommer que quelques-uns. Parlons d'abord commerce et politique commerciale et de l'accord entre le Canada et l'Europe en voie de négociation. Sur cette tribune, au Corim, en avril dernier, Mme Pauline Marois, qui n'avait pourtant pas assisté à 100 conférences, elle a été invitée quand même, avait évoqué, je commence à douter de la véracité de cette règle, avait évoqué à la fois son appui au principe de l'entente Canada-Europe, mais son inquiétude sur plusieurs de ses modalités. D'abord, elle dénonçait le manque de transparence, jusqu'alors affiché par les gouvernements canadiens et québécois dans la négociation. Nous avons corrigé cela. Depuis notre élection, mon collègue ministre des Finances et de l'Économie, Nicolas Marceau, et moi-même avons innové en donnant aux membres de la société civile un accès direct à l'équipe québécoise de négociation. 2 séances d'information ont eu lieu, une première en octobre, une seconde le mois dernier, une longue conférence téléphonique avec une cinquantaine de groupes intéressés, dont plusieurs opposés à l'accord. Le négociateur Pierre-Marc Johnson et son équipe ont aussi rencontré plusieurs des acteurs principaux au cours des mois et en décembre, les porte-parole de l'opposition pour répondre à toutes les questions. Plus généralement, nous avons fait en sorte que la négociation respecte les balises strictes que nous avons posées. Notre objectif, dans les négociations commerciales, est certes de rendre nos entreprises plus actives dans le monde et ainsi créer davantage d'emplois chez nous, au Québec. L'accord en voie de négociation avec l'Europe éliminerait des tarifs douaniers allant de 6 à 14 % sur des centaines de nos produits exportés en direction d'1 demi-milliard de consommateurs. Cela nous donnerait, dans un très grand nombre de cas, et les entreprises attendent au seuil de l'Europe pour en profiter, un avantage concurrentiel considérable, surtout sur d'autres, comme les Américains, qui n'auront pas signé cet accord et qui seront toujours frappés de ces tarifs douaniers. Mais notre intérêt pour l'ouverture réciproque des marchés s'arrête lorsque les ententes menacent notre capacité, en tant que démocratie, de faire nos propres choix de politique publique. Ce n'est pas négociable. L'éducation, la santé, l'eau, la gestion de l'offre, je me tourne vers mon ami de l'UPA, rien de cela n'est négociable ou en voie de négociation. Rien dans l'accord n'incite nos gouvernements ou nos villes à privatiser quelque service que ce soit. Rien n'entame notre capacité de favoriser des choix sociaux ou environnementaux.
Il s'agit tout au plus de permettre à des entreprises européennes d'entrer en compétition avec des entreprises québécoises et canadiennes pour un plus grand nombre de contrats qu'auparavant, mais dans le cadre légal québécois d'aujourd'hui et de demain. Et oui, les entreprises européennes, comme toutes les autres, seront soumises à la loi 1 sur l'intégrité dans les contrats publics. Nous avons longtemps été choqués par le fameux chapitre 11 de l'ALENA, qui donnait aux investisseurs étrangers la capacité de poursuivre les États qui auraient modifié leur politique environnementale, par exemple. Alors, la technique, c'est de dire, bon, moi, je suis venu investir chez vous alors que vous n'aviez pas de mesures très strictes sur l'échappement de tels polluants. Vous venez d'en voter un, donc ça réduit mon profit, augmente mes coûts. C'est une expropriation indirecte. Vous devez me compenser ou même modifier la règle. Permettez-moi d'être un peu technique pour une minute, mais le sujet l'exige. Depuis l'ALENA, cette capacité a été sévèrement balisée. Une entreprise ne peut plus se plaindre de modifications législatives et réglementaires d'ordre général, ni de changements au régime de la propriété intellectuelle. L'investisseur ne peut plus prétendre à un recours punitif. La période où sa plainte peut être déposée est réduite. Le processus est désormais transparent et ouvert aux tiers. Pour l'essentiel, il ne s'agit plus maintenant que de permettre à l'investisseur de contester spécifiquement une mesure vexatoire ou arbitraire qui lui causerait un tort direct. C'est ce canevas de bon sens que nous défendons au sein de la négociation en cours et dans toutes les autres. Nous avons également établi avec force que nous ne pourrions signer un accord si nous n'étions pas satisfaits des clauses qui protègent la culture. C'est pourquoi nous avons travaillé de concert avec la Coalition pour la diversité culturelle. Nous nous sommes assurés, et je me suis personnellement assuré, que leurs experts et les nôtres sont pleinement convaincus que les libellés proposés et sous discussion offrent à notre action culturelle une solide protection. Aucun recul ne sera accepté. Les Québécois, vous le savez, ont pour tradition d'ouvrir des sentiers et des routes là où il n'y en avait pas. Le continent nord-américain est couvert de noms français, parce que nos ancêtres découvreurs et coureurs des bois, depuis l'incomparable Champlain, qui mérite bien avoir au moins son nom sur un grand pont à Montréal, et s'ils veulent le changer, ils auront affaire à moi. Alors ces gens n'avaient pas peur de l'inconnu. Ils ont transigé avec les populations locales avec respect et équité. Il y a encore aujourd'hui une manière québécoise d'être au monde, non encombrée de bagages colonialistes ou de visées impérialistes, traitant d'égal à égal, projetant une image de leadership efficace, mais conviviale. Notre approche commerciale est empreinte de cette ADN québécoise. Nous restons nous-mêmes et défendons jalousement notre capacité à définir nos politiques et nos façons d'être, tout en voulant nous déployer sur tous les continents. Nous exportons la moitié de tout ce que nous produisons. Notre économie dépend de notre succès à faire apprécier à l'étranger ce qui nous rend distincts ici. Maintenant, pour vous punir de votre attention, je vais vous montrer quelques chiffres. Voici l'évolution de notre déficit commercial depuis 2002 à 2011. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est un enjeu de politique intérieure et de politique extérieure. C'est un des axes de notre travail. Ce déficit commercial est largement tributaire, vous le savez, de nos importations de pétrole. Le gouvernement marois a une ferme volonté de réduire cette dépendance de deux façons. D'abord, en réduisant notre utilisation de pétrole, en électrifiant nos transports. 25% des voitures d'ici 2020, 75% des transports publics d'ici 2030. C'est colossal. On ne se rend pas compte de l'importance de l'effort que nous nous engageons à faire dans les années à venir. C'est une stratégie industrielle colossale. Deuxièmement, en produisant notre propre pétrole, pour ce qui reste de consommation, il en restera, de manière responsable. Mais nous voulons aussi résoudre ce problème en augmentant nos exportations et avoir, plutôt qu'un déficit commercial, un surplus commercial, ça ne nous dérangerait pas.
On l'a eu pendant une quinzaine d'années et ça nous allait très bien, merci. Alors, voyons comment on peut le faire et voyons quelle est la situation en ce moment. L'évolution des exportations de biens vers les États-Unis depuis la crise. Alors, je vous montre des chiffres depuis la crise parce qu'on est dans un nouveau monde commercial. Alors, légère augmentation de 2009 à 2012, insuffisante. Je vais vous parler de diversification, mais ça s'applique aussi à notre voisin du Sud. J'ai une autre diapo où on vous montre la progression depuis 2009 de nos exportations au Texas et dans l'État de New York. Là, vous voyez que cette augmentation est soutenue et au Texas, nous ne faisons que commencer à être présents de façon significative sur le marché émergent des États-Unis. Regardons maintenant en Europe, depuis 2009, la suivante. Alors, ce n'est pas fameux. Ce n'est pas fameux, mais si vous avez suivi l'actualité économique internationale, ce n'est pas seulement parce qu'on n'est pas très bon à vendre nos produits, c'est qu'ils ne sont plus aussi bons qu'avant à les acheter. D'où l'importance de l'accord commercial. Nous pouvons être plus concurrentiels sur les consommateurs qui sont là et qui continuent à consommer. C'est la réponse qu'on apporte à la faiblesse du marché européen, c'est l'accord commercial. Voyons maintenant ce qui se passe dans ce qu'on appelle le BRIC, les pays Brésil, Russie, Inde et Chine. Alors, Brésil, il y a une augmentation depuis 2009, une très bonne année 2010, mais même si on la retire de la moyenne, on voit qu'on est en progression. Si on regarde maintenant la Russie, c'est très impressionnant. On part d'une base faible, mais la croissance est rapide et même ces chiffres sont sous-estimés parce que beaucoup d'importateurs russes prennent livraison de nos produits, dont des avions, en Allemagne et en Scandinavie. Alors on voit là, il y a un marché qui est très porteur pour nous. L'Inde, on fait des progrès significatifs. Alors qu'on est peu présent, on était peu présent, on est de plus en plus présent. J'en reviens avec Hélène Zakaïb. On est très, très encouragés par ce qu'on y a vu. Et la Chine, où on parle toujours de tout ce qu'on achète en Chine, mais on vend en Chine. 2,7 milliards de dollars de ventes québécoises en Chine, c'est considérable. Alors, si on met tout ça ensemble, dans la diapo suivante, on voit que depuis 2009, la croissance de nos exportations vient de 7 % de notre marché. Le BRIC, c'est seulement 7 % de notre marché, et pourtant, on a fait presque autant de ventes supplémentaires dans le BRIC qu'aux États-Unis, qui est notre principal partenaire. Donc, la diversification, c'est payant. On serait bien moins en forme économiquement maintenant si on n'avait pas fait cette diversification. Je vais vous montrer maintenant comment a évolué la destination de nos exportations en presque une décennie. Vous voyez, on avait vraiment tous nos œufs dans le même panier ou à peu près en 2002, 84 % aux États-Unis. Maintenant, c'est 67 %. C'est une très bonne tendance. Comparons avec nos voisins canadiens. On voit que, donc, 67 %, les Canadiens sont encore à 75 % aux États-Unis. Je vous donne cette comparaison pour montrer qu'il n'y a pas de... On n'est pas dans une conjoncture naturelle. C'est parce qu'il faut travailler à la diversification, et ça, c'est les fruits de notre diversification. On parle des exportations, mais évidemment, on a des importations, et je vais vous montrer comment c'est intéressant, la provenance de nos importations, ce qui veut dire ce qui entre non seulement dans nos maisons, mais dans les intrants de nos entreprises. Et on voit là qu'en 2011, notre économie est très internationalisée au plan des importations. Seulement 30 % vient des États-Unis. Au Canada, c'est 54 %. Mais ça, c'est très important parce que ça nourrit la robustesse de notre économie. Nous ne sommes pas tributaires de la chute économique d'un seul partenaire. Évidemment, lorsqu'il y a une conjonction et que tout le monde est en crise en même temps, bien là, il n'y a plus rien à faire. Mais ceux d'entre vous qui n'ont pas diversifié leur marché, qui n'avaient mis tout dans Nortel, vous serez d'accord avec moi, qu'il est mieux d'avoir un portefeuille diversifié, et ça fait partie de la résilience de l'économie du Québec, cette diversification, et c'est une bonne chose. On va travailler pour faire en sorte que ça se poursuive. Alors, qui est responsable de ça? Ben, les entreprises québécoises, évidemment. Mais le gouvernement québécois offre un accompagnement très actif. L'an dernier seulement, nos services commerciaux ont épaulé 3 000 entreprises dans leur démarche d'exportation au Québec
ou à l'étranger. Nous voulons être encore plus efficaces dans cet accompagnement et une des priorités de notre action cette année, ce printemps, est la définition d'une nouvelle politique commerciale. Elle va mieux identifier, d'une part, le potentiel d'exportation de nos entreprises et mieux cibler, d'autre part, les pays ou les secteurs économiques les plus porteurs pour les prochaines années. Nous ne pouvons pas intervenir toujours partout. Les entreprises qui le décident peuvent être globales, mais le gouvernement québécois a des moyens relativement limités. En proportion de notre budget, nous en faisons davantage que n'importe quelle province canadienne, n'importe quel État américain, mais quand même, ce n'est pas sans fonds. Et donc, nous voulons apparier de façon optimale l'information que nous avons sur la capacité d'exportation de nos entreprises et quel est le secteur, la région qui est la plus porteuse pour que chaque dollar investi produise un maximum de prospérité pour le Québec. En ce moment, avec les services commerciaux du ministère, une grande consultation est en cours dans tous les milieux pour bien peaufiner cette politique commerciale. Et nous avons ajouté un nouvel outil à notre trousse de présence à l'étranger, les bureaux d'Expansion Québec, dont le premier fut ouvert à New York en décembre par la première ministre. Le truc, c'est d'inciter des entreprises québécoises qui hésitent un peu, qui sont sur la ligne. On devrait peut-être aller à l'étranger, mais est-ce que je vais prendre un bail de 12 mois à New York, trouver un consultant, je ne sais pas vraiment s'il est bon ou s'il est mauvais, le niveau de difficulté est élevé. Baissons le niveau de difficulté. On leur offre un espace de bureau, 3 mois à 18 mois. Si ça ne marche pas, revenez chez vous, vous n'avez pas dépensé votre chemise, vous n'avez pas vidé votre trésor. Il y a un consultant sur place, spécialisé en entreprises québécoises et en marché local. Vous savez qu'il est bon. Si vous en doutez, demandez aux autres locataires du Bureau d'Expansion Québec si le consultant est bon. En tout cas, nous, c'est parce qu'on l'a trouvé bon qu'il est là ou qu'elle est là, comme c'est le cas à New York. Et vous avez autour de vous des entreprises francophones, françaises, québécoises, qui partagent votre ambition de percer le marché local. Alors, vous pouvez discuter avec vous de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, on ne peut pas prendre de crédit pour cette extraordinaire idée. Elle nous vient de nos amis de Rhône-Alpes International, qui disposent déjà de 27 de ces bureaux dans le monde. Elles sont maintenant à la disposition de nos entreprises. Rhône-Alpes, Québec. En échange, on s'est engagé à ajouter 15 de ces bureaux d'ici 5 ans pour un total de 42. Les entreprises québécoises vont disposer d'une capacité à faible coût et faible risque d'aller tester le marché étranger dans 42 pays dans le monde. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'applaudirais si j'étais là. On applaudit les gens de Rhône-Alpes qui nous ont donné la question. Alors, les services sont tarifés. J'attendais les applaudissements avant de dire ça. Les services sont tarifés, mais extrêmement compétitifs, et ça permet au gouvernement d'autofinancer l'opération. Hein, c'est la beauté de la chose. Bon, il y a un continent dont je n'ai pas encore parlé, ou pas suffisamment, l'Afrique. Selon le Fonds monétaire international, les économies africaines sont aujourd'hui là où était l'économie chinoise il y a 20 ans, en instance de décollage. Ceux d'entre vous qui sont allés en Afrique, et ils sont nombreux, savent à quel point le Québec y jouit d'une réelle image de marque, surtout en Afrique francophone. Notre action dans l'Organisation de la francophonie, nos partenariats universitaires nombreux, notre action de solidarité internationale s'ajoute au fait qu'un très grand nombre de décideurs d'affaires, gouvernementaux ou intellectuels africains aujourd'hui ont fait des études chez nous. On les rencontre partout. Ils ont fait des études chez nous, ils sont venus en stage ou parfois là-bas avec des professeurs de l'Université Laval ou de McGill ou d'autres, l'Université de Montréal, bien sûr. Et ça crée un préjugé favorable au Québec, une demande de partenariat. On nous demande de devenir des partenaires actifs de l'Afrique qui émerge et nous allons dire oui. Nous travaillons à un plan d'action Afrique qui embrassera l'économie, bien sûr, mais aussi les liens éducatifs, culturels, de soutien à l'État de droit, de solidarité. Et la première ministre espère vous en faire état lors de la conférence de Montréal de notre ami Jérémia en juin prochain. L'action internationale du Québec tout entière est traversée par une autre idée qui dépasse la simple défense de nos intérêts nationaux.
une idée qui nous définit, ici et ailleurs, la solidarité. Depuis quelques décennies, le ministère des Relations internationales a défini ses propres programmes de solidarité internationale en collaboration avec l'ACOSI, l'Association québécoise des organisations de coopération internationale. Dans la mesure de nos moyens et avec une réelle efficacité que nous savons mesurer et que nous mesurons, l'aide québécoise à Haïti et dans plusieurs pays africains et latino-américains est centrée sur le transfert d'expertise, en matière agricole en particulier, sur la pérennité des actions et leur prise en charge par les partenaires locaux, ainsi que sur les droits humains. Avec l'ACOSI, nous avons entamé, la semaine dernière, le parcours qui nous mènera vers la création d'une agence québécoise de solidarité internationale. Pourquoi? D'abord, en soi, pour marquer officiellement et de manière pérenne notre volonté de solidarité. Pour définir ensemble ces prochains mois, MRI, ACOSI, universités, villes, tous ceux qui sont intéressés par cette question, pour définir ensemble les valeurs que cette agence doit incarner et les priorités qui doivent l'animer. Mais notre décision est rendue plus urgente du fait que l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, est depuis quelques années victime d'une dérive qui nous attriste et qui l'éloigne des valeurs altruistes qui avaient animé sa création et que lui avaient insufflé des Québécois de grande valeur, notamment Paul Gérin-Lajoie, que je salue. Paul Gérin-Lajoie, qu'ont-ils fait de votre ACDI? Qu'ont-ils fait de votre ACDI? La solidarité canadienne est aujourd'hui mise au service d'intérêts commerciaux. Nous pensons que ces impératifs doivent rester distincts. Nous aidons nos entreprises à exceller à l'étranger. Je viens de vous en parler pendant de longues minutes. Mais c'est une chose. Lorsqu'on fait preuve de solidarité, le mercantilisme n'a pas sa place. L'action internationale du Québec, sa présence, sa pertinence, prennent ces années-ci plus d'importance encore, car les Québécois se retrouvent de moins en moins dans les orientations prises par le gouvernement canadien. Ce n'est pas nous qui changeons. Nous sommes fidèles à nous-mêmes. C'est le Canada qui s'éloigne. L'engagement du Canada dans des opérations de paix, de maintien de la paix, était longtemps le point de convergence en matière de défense entre les opinions publiques québécoises et canadiennes. Nous entendions au moins là-dessus. Mais Ottawa n'a plus que dédain pour les opérations de paix et notre ami Jocelyn Coulon nous apprenait le mois dernier dans la presse qu'Ottawa a spécifiquement refusé, en plusieurs cas récemment, de prendre la direction d'opérations de paix. Ça ne les intéresse plus. La tradition canadienne de modération au Proche-Orient, qui faisait consensus aussi au Québec, a été remplacée par un appui univoque aux positions du gouvernement israélien, même lorsque ces positions font débat chez nos amis israéliens eux-mêmes. Cet automne, je vais vous donner une occasion d'applaudir. Cet automne, j'étais heureux d'avoir obtenu de l'Assemblée nationale un appui unanime pour enjoindre Ottawa de ne pas mettre un terme à l'aide précieuse prodiguée par Ottawa pour la construction d'un État de droit en Palestine. Une action qui est indubitablement une condition d'une paix durable entre les deux futurs États. Nous étions unanimes. Nous n'avons pas reçu d'accusé-réception. Nous sommes quantité négligeable. Nous, Québécois, sommes pour l'instant à l'intérieur d'un pays qui agit, pas toujours, mais trop souvent, de façon tellement contraire à nos valeurs que nous devons déployer une énergie considérable pour informer le reste de la planète que nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, dans les réseaux internationaux de l'environnement, il est généralement admis que le Québec est une province verte dans un pays brun. C'est généralement admis. Pétrole, pays pétrole. Mais savez-vous le travail de représentation qu'il a fallu ces dernières années pour arriver à ce résultat? Nos parlementaires, nos environnementalistes, le couple Charest-Guilbeault, un couple pas très assorti à l'interne, mais quand même à l'externe,
À chaque rencontre internationale, ils étaient présents pour dire « Oui, 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 le Canada a encore eu le prix du dinosaure environnemental aujourd'hui, mais nous sommes différents. Nous sommes différents. » Imaginez si cette énergie avait plutôt été utilisée par un pays souverain appelé Québec à faire avancer la cause environnementale comme membre actif de la coalition des nations pro-Kyoto. Des décisions prises par Ottawa sans consultation en matière d'immigration nuisent parfois sévèrement à nos efforts. L'imposition de visas aux Mexicains fut néfaste pour notre tourisme et le développement de nos relations bilatérales. Indépendants, nous pourrions doubler en quelques mois le nombre de jeunes Français qui viennent découvrir le Québec pour y séjourner et y travailler temporairement, puis s'installer durablement. Simple province, nous ne pouvons qu'attendre le bon vouloir des autres. Cette main-d'œuvre qualifiée et francophone nous fait pourtant cruellement défaut. Sachez que lorsque le Québec a sélectionné un travailleur qualifié, Ottawa le fait encore attendre entre 9 et 51 mois avant de lui permettre d'atterrir chez nous. Pour les immigrants investisseurs, entre 14 et 43 mois. Ce sont des délais qu'on pourrait réduire considérablement si on en avait le pouvoir. C'est le grand paradoxe de la personnalité internationale du Québec. Nous sommes davantage présents que plusieurs autres pays déjà souverains. Et s'il est vrai, et c'est vrai, que nous travaillons la plupart du temps de concert avec des membres de la diplomatie canadienne, coopératifs et amicaux, parfois partageant des locaux, il reste qu'on doive de façon routinière demander la permission pour rencontrer tel ministre, signer tel accord, faire venir tel diplomate. Nous sommes à la merci de la bonne volonté canadienne sur plusieurs plans et même dans le meilleur des cas, cette étape supplémentaire obligée grève notre efficacité. Et lorsque cette bonne volonté disparaît, comme c'était le cas sous le gouvernement libéral de Jean Chrétien, notre action internationale s'apparente à une course à obstacles. Nous sommes donc condamnés à exceller en matière internationale malgré les embûches que notre statut nous impose, du moins pour l'instant. Heureusement, nous avons une formidable carte de visite, la créativité québécoise. Avec les Montréalais et tous les Québécois, nous voulons donner au Québec une réputation. Nous voulons que l'on sache, partout sur la planète, que le Québec est un des lieux où se conçoit, s'imagine, se prépare le 21e siècle. Avec C2MTL, nous voulons faire de Montréal, en mai de chaque année, le Davos de l'inventivité et de la créativité culturelle et commerciale. Dans les années qui nous séparent du grand rendez-vous de Montréal 2017, l'année, entre autres, de l'anniversaire de l'Expo 67 qui avait épaté le monde par sa modernité et son inventivité, nous devons faire converger nos efforts et nos messages internationaux pour que le Québec soit perçu à la fois comme une terre de création et de récréation. Nous voulons qu'un peu partout se pose la question « Que vont-ils encore inventer au Québec cette année? Que vont-ils encore inventer au Québec cette année? » Nous voulons que les jeunes innovateurs de partout rêvent de venir participer ici, au creuset québécois de la créativité, parce que nous sommes un des lieux les plus intéressants, les plus stimulants du globe, en plus d'être un des plus accueillants. Une nouvelle génération de Québécois est prête à relever ce défi, ici et ailleurs. Le Québec n'a plus désormais à faire sa place dans le monde. À force de volonté et d'acharnement, il a déjà sa place. Le Québec doit désormais se déployer davantage, faire connaître son originalité, élargir son assise, tirer profit de ses réseaux et de ses investissements et faire profiter les autres de sa contribution politique et culturelle, de sa solidarité. Le Québec a un rôle à jouer dans le monde. Il joue déjà un rôle significatif. Mais ce n'est encore que le premier acte. Tous ensemble, si nous travaillons bien, si nous sommes exemplaires, nous pouvons lui faire jouer un grand rôle. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le ministre. Je vais être rapide parce que je sais que vous vouliez tous partir. Merci de votre allocution, Monsieur le ministre Lisée. Vous savez, les conférences du CORIM nous permettent toujours de discuter d'enjeux de premier plan qui contribuent au rayonnement non seulement de notre métropole, mais du Québec à l'international, toujours important. La conférence d'aujourd'hui ne fait pas exception. Qui de mieux placé, en fait, pour nous parler des ambitions du Québec à l'international? Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, et je crois que plusieurs personnes dans la salle, en voyant leur réaction, on parlait non seulement d'aider les forces économiques du Grand Montréal et du Québec, mais aussi les forces sociales, communautaires et culturelles de créativité. Alors ça, je crois que c'est important, non seulement pour les gens d'affaires, mais toute la communauté, tous les Québécois. On vous en remercie et j'ai un petit cadeau à vous pour vous remercier de votre allocution, qui est ici, bien caché. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'espère que vous allez en profiter. C'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.